Je vous souhaite la bienvenue pour cette toute dernière présentation du 16e Institut d'été de crise, édition spéciale de l'automne. Mon nom est Nathalie Maltais, je suis professeure au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis, puis je suis membre chercheur aux crises. J'ai maintenant le plaisir de vous introduire deux présentatrices qui vont aborder la prévention du suicide chez les enfants de 5 à 13 ans. Nous avons d'abord Mélie-Jeanne Léonard, qui est courtière de connaissances dans l'équipe des projets nationaux en transfert de connaissances de l'Institut universitaire en première ligne en santé et services sociaux au CIS de l'Estrie, CHUS. Ensuite, nous avons aussi Cécile Bardon, directrice associée du CRISE et professeure au département de psychologie de l'UQAM. J'invite maintenant les présentatrices à commencer. Juste une petite précision. On a beaucoup parlé de la COVID pendant les 3 derniers jours et sous des angles un peu différents. On fera un petit wrap-up ensemble à la fin de la journée. La présentation qu'on va vous faire cet après-midi pour finir un petit peu cet institut d'été avec Medjin va beaucoup moins aborder la question de la COVID que les autres présentations qui ont été faites. Mais on pensait que c'est quand même très important de profiter de cette journée spécifique sur la situation de la détresse chez les enfants pour ramener des informations sur le guide de prévention du suicide 5-13 qui vient d'être publié par l'équipe du CIUS. Medjin va vous raconter ça un peu plus en détail et remettre ces choses-là un peu en perspective. Donc, on va moins parler de la COVID, mais quand même, ça va être en background des réflexions qu'on a aujourd'hui. Parfait. Je te passe la parole. Merci. Donc, bonjour, je suis Mélie-Jeanne Léonard. La professeure Cécile Bardon et moi allons vous présenter aujourd'hui des pistes d'action et de solutions afin de soulager la détresse psychologique et prévenir le suicide chez les moins de 13 ans. Et comme a dit Cécile tantôt, ces pistes d'action et de solutions proviennent du guide qu'on nomme guide de soutien pour intervenir auprès d'un enfant de 5 à 13 ans à risque suicidaire, mais généralement on le nomme par son nom court, le guide 5-13 ans. Alors, la présentation comportera 2 parties aujourd'hui. La première partie, elle sera assumée par moi. Je vais vous présenter le guide, un survol sur sa structure, puis on va terminer par une stratégie d'application concrète clinique du guide avec Madame Bardon. Alors, juste une petite mise en contexte. Pourquoi un guide de prévention qui cible la prévention du suicide chez les moins de 13 ans? Comme vous le savez déjà, malgré que le fait que le suicide complété chez les enfants soit documenté comme un phénomène assez rare, en parenthèse, toutefois, selon les données récentes, les comportements suicidaires chez les moins de 13 ans ont augmenté au cours des dernières années. Et d'un autre côté, on est toujours en lien avec la problématique, une série de consultations menées par l'équipe des projets nationaux, je fais partie de cette équipe-là, a révélé que très peu d'outils soutiennent les intervenants qui accompagnent les enfants à risque suicidaire. Donc, c'est pour répondre à cette problématique-là que ce guide ministériel a été développé pour mieux outiller ceux et celles qui interviennent auprès des enfants à risque suicidaire. Alors, quelques mots sur la conception du guide, quelques aspects méthodologiques. Alors, le guide a été travaillé dans une perspective de croisement des savoirs et de co-construction. Le croisement des savoirs a permis de prendre en considération les données issues de la littérature scientifique au cours des 20 dernières années et de les croiser, de les combiner avec des savoirs issus de l'expérience suite à une série de consultations auprès de différents acteurs. Donc, du coup, on a un matériel assez contextualisé à la réalité de pratique du suicide au Québec. Donc, en ce qui a trait à la co-construction, donc, c'est juste vous dire que le guide, c'est quand même, ça émerge de l'apport, de la contribution de plusieurs intervenants, gestionnaires, experts provenant de plusieurs secteurs, réseau de la santé, milieu scolaire et de plusieurs professions. Alors, avant d'entrer dans les détails, un survol de la structure du guide.
C'est un ouvrage assez volumineux quand même, de 75 pages, mais qui peut être réparti en 5 grandes sections. La première section à propos du guide, dans cette section-là, on retrouve entre autres la méthodologie, les objectifs du guide, la mise en contexte, alors que les sections 2, 3 et 4 constituent vraiment, portent essentiellement sur le processus clinique qui est mis de l'avant dans le guide. Et on y retrouve alors les 10 principes cliniques incontournables pour intervenir auprès d'un enfant à risque suicidaire, les 3 dimensions transversales à l'intervention, les 5 étapes du processus clinique. Puis à la fin du guide, on a un chapitre sur des histoires de cas, alors qui abordent des enjeux légaux, éthiques qui peuvent survenir lors de l'accompagnement d'un enfant à risque suicidaire et de son entourage. Alors maintenant, nous rentrons dans les détails un peu. Les 10 principes cliniques proposés dans le guide, ce sont des éléments à considérer pendant tout le long de la démarche de l'accompagnement auprès de l'enfant. Il s'agit de prendre au sérieux toute manifestation associée au suicide chez l'enfant, que ce soit par la communication verbale directe, indirecte, ou même les signes somatiques. À la fin du guide, il y a un tableau qui présente toutes ces manifestations-là. Deuxièmement, il faut comprendre que les idées et les gestes suicidaires chez l'enfant comme la manifestation d'une grande souffrance psychologique, considérer les parents et l'entourage de l'enfant comme des déterminants clés de son bien-être à tous les niveaux, s'adapter au caractère unique de chaque situation, c'est-à-dire de considérer le niveau de développement de l'enfant, ses besoins, sa réalité familiale, être porteur d'espoir tout en offrant à l'enfant et à son entourage une expérience de soins positive, recueillir l'information auprès de différentes sources, on va voir ça un peu tantôt, et en utilisant différents types de méthodes comme le jeu pour aider l'enfant à mieux verbaliser sa détresse et ses idées suicidaires, favoriser une prise en charge conjointe entre les différents acteurs impliqués autour de l'enfant, assurer la continuité et l'accessibilité aux services pour l'enfant et à son entourage et ne pas rester seul. Alors, ne pas rester seul parce que l'intervention auprès d'un enfant à risque suicidaire peut être complexe et peut même faire vivre certaines émotions, genre l'inconfort, le stress et même la tristesse. Donc, on recommande de privilégier plutôt un travail d'équipe dans le but d'étoffer son jugement clinique, mais aussi d'obtenir du soutien et de l'aide. Alors, on rentre vraiment dans le processus clinique. Donc, comme j'avais dit tantôt, il y a 3 dimensions transversales et 5 étapes flexibles qui doivent évolutives, qui doivent être adaptées aux caractéristiques de l'enfant et de son entourage. D'accord? Donc, les dimensions transversales, on peut considérer ça comme une toile de fond à l'intervention. Alors, la première, c'est d'assurer la cohérence et la continuité des services destinés à l'enfant et à son entourage. Il s'agit de mettre en place des mécanismes de collaboration entre les acteurs pour faciliter le partage des responsabilités, mais aussi la complémentarité entre les acteurs. Et aussi, le but aussi, c'est de favoriser le développement, comment dirais-je, d'un environnement bienveillant, alerte autour de l'enfant. Mobiliser l'entourage et soutenir son pouvoir d'agir. Bien, vous savez que les parents ont un rôle important dans la vie d'un enfant et un enfant dépend généralement, dépend de ses parents. Donc, tenant compte de cette situation, l'implication, l'engagement des parents dès le début du processus est importante. Toutefois, cette implication-là doit se moduler en fonction de l'âge de l'enfant, de son niveau de développement, mais aussi de sa relation, de la qualité de sa relation avec ses parents. Et aussi, il faut être alerte aussi aux situations de négligence ou de maltraitance. Dans ces cas-là, il faudrait vraiment comme reconsidérer avec vigilance l'implication des parents et même penser à obtenir de l'aide auprès du centre de protection, de la protection de l'enfant et de la jeunesse. Alors, utiliser des stratégies de communication adaptées à l'enfant et à son entourage, comme j'avais dit tantôt, c'est selon son niveau de développement, son état émotionnel, sa capacité cognitive, sociale, tout ça. Le but, c'est vraiment que l'enfant puisse verbaliser ses idées suicidaires et sa détresse.
Alors, maintenant, les 5 étapes évolutives et flexibles. Alors, d'abord, je dois vous montrer que la première étape ici, il est important que je le mentionne, cette étape-là, repérer les manifestations associées au suicide. Le guide n'aborde pas cette étape-là parce que ce qu'on vise vraiment, c'est outiller les intervenants qui accompagnent les enfants qui vivent un épisode suicidaire, d'accord? Ça peut faire, on peut par la suite avoir un autre projet portant sur le repérage et le dépistage. Alors maintenant, en ce qui a trait aux 5 étapes, il ne faut pas croire que c'est vraiment linéaire. Comme j'avais dit tantôt, il faut l'adapter au profil de l'enfant, à ses besoins et à sa réalité. Donc, première étape, accueillir l'enfant de façon bienveillante, c'est-à-dire de faire preuve d'écoute, d'ouverture et de permettre à l'enfant et à son entourage de s'exprimer librement. Toutefois, encore, à ce niveau, il faut être sensible au fait que ça peut être très tabou pour les parents, l'entourage d'aborder ce sujet. Et aussi, l'enfant peut ne pas pouvoir s'exprimer librement s'il y a une situation de maltraitance, de négligence. Donc, il faut prendre les mesures qu'il faut par rapport à cela. Donc, deuxième étape, apaiser la souffrance psychologique de l'enfant. L'idée, c'est de dire qu'on n'est pas comme, il ne faut pas précipiter l'intervention, aller directement, genre à l'analyse du risque suicidaire, mais de prendre le temps d'offrir, par exemple, un milieu, un cadre très convivial, très confortable pour l'enfant et aussi faire preuve d'empathie et d'écoute authentique, là, c'est-à-dire, mais tout en laissant entendre à l'enfant que mettre fin à ses jours, ce n'est pas une option, OK? Mais plutôt de le réconforter avec l'idée qu'on peut facilement trouver des solutions, des moyens immédiats et accessibles pour soulager sa souffrance. Les étapes 3, analyser le risque suicidaire tout en suscitant l'espoir et la recherche de solutions. 4, convenir d'un plan d'action et clore l'entretien. Et 5, effectuer un suivi, seront vus tantôt par Madame Bordon, qui va plutôt vous présenter, comme j'avais dit tantôt, une stratégie d'application clinique concrète du guide. Alors, comment ces étapes se présentent dans le guide? Alors, pour chacune de ces étapes et même les dimensions transversales, se trouve, pour chacune des étapes, on a comme une petite introduction qui permet de positionner l'étape, mais aussi qui permet de montrer la pertinence de l'étape. Puis après cette introduction-là, on a un tableau, et c'est là que ça se passe, qui présente les pratiques à promouvoir pour chacune de ces étapes et des pistes d'action. Donc, les pistes, le but, c'est vraiment de suggérer des stratégies concrètes pour actualiser un peu l'étape pour laquelle on travaille. Donc, et ce qui est intéressant aussi, pour chacune des pratiques et des pistes d'action, le guide, il y a des questions, comme si on a deux types de questions. Des questions qui s'adressent directement à l'enfant, donc c'est surligné en bleu, puis des questions qui s'adressent directement aux parents. Donc, c'est juste des suggestions, mais c'est toutefois, il faut adapter vraiment ces questions-là au contexte de l'intervention. Alors, à la fin de chaque étape, on retrouve aussi des questions de réflexion pour soutenir le jugement clinique. Le but, c'est de vraiment attirer l'attention de l'intervenant sur des points essentiels par rapport à l'étape. Par exemple, les questions par rapport à cette étape, je pense que c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qui continue d'inquiéter ou de préoccuper l'enfant et son entourage? Quelle intervention ou stratégie apaise le mieux l'enfant? Donc, un peu, c'est pour vraiment avoir une conclusion sur les points essentiels. Alors, par contre, c'est beau, on a un guide, mais c'est bon, on a un guide, mais il faut il faut prévoir aussi l'application du guide. Ce que j'entends par prévoir l'application, c'est faciliter l'appropriation du guide par les personnes concernées. Alors, on a défini, en tout cas, il y a certains enjeux de traduction du guide en outils concrets qui apparaissent déjà. Donc, genre, quel est le rôle du jugement clinique par rapport
aux pratiques qui sont proposées dans le guide, le processus de prise de décision, l'objectif des outils d'estimation, la structure et le type d'utilisation des outils. Il faut connaître aussi la force et les limites des outils, prévoir, pouvoir, et certains vivent même une certaine inquiétude, impuissance par rapport à ces outils-là. Et ces enjeux-là se traduisent en des questions comme qui fait quoi, avec qui, dans quel contexte, comment répondre à mon incertitude, à mon besoin d'être sécurisé dans ma décision et dans mes actions, comment assurer que j'aide adéquatement un jeune et son entourage. Alors, un premier élément de réponse par rapport à ces enjeux-là et qui est d'une grande importance, c'est qu'au-delà de ces aspects, de ces dimensions qu'on a vues, les étapes, tout ça, il y a un outil autoportant très pratique de 2 pages qui est l'aide-mémoire en soutien à votre jugement clinique et en prévention du suicide, donc qui peut être facilement aidé à l'application du guide et c'est ce que Cécile va voir avec vous maintenant. Donc, je cède la parole à Cécile. Merci Medjil pour cette introduction très synthétique et efficace. Il faut que tu restes dans le champ de vision. Oui. Comme ça, on sait que tu es encore là, tu vois, oui. et que tu t'en vas pas. Je veux revenir à un élément que tu as abordé brièvement, qui est toute la question du jugement clinique et du rôle des outils d'estimation et du rôle des outils d'accompagnement au jugement clinique dans une perspective d'intervention auprès des enfants en difficulté, des enfants suicidaires, mais c'est vrai aussi avec toutes les clientèles, toutes les populations. Quand on se sent un petit peu insécure ou même très insécure parce qu'un enfant nous dit qu'il veut mourir, c'est souvent un choc de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment est-ce que je vais gérer cette situation-là, et c'est très paniquant. Et le premier réflexe, c'est d'essayer de s'appuyer sur des certitudes, s'appuyer sur des éléments qui vont nous aider à être certains de ce qu'on va faire pour contrer finalement ce sentiment d'impuissance-là. Je vais vous le dire tout de suite parce qu'il n'y a pas de mystère avec ça, là. On ne peut pas vous donner ça. Il n'y a aucun moyen avec les outils qui existent actuellement sur la planète Terre qui permettent d'obtenir un niveau de certitude à travers des outils en ce qui concerne le risque suicidaire de qui que ce soit, et en particulier des enfants. Donc, aucun outil ne pourra jamais vous dire si la personne a dit ça, voilà ce que je dois faire. Si la personne a eu ce comportement-là, voilà le geste que je dois poser, voilà la décision que je dois prendre. Tous les outils qui sont développés, tels qu'ils ont été déjà construits et tels que le guide qu'on vous a concocté et construit aussi, sont des outils de soutien au processus de jugement clinique. La seule chose qu'un outil peut faire, c'est vous appuyer dans les étapes de réflexion qui sont nécessaires à mettre en place pour obtenir le plus d'informations possible, sur lesquelles baser une décision la plus éclairée possible qui va guider vos actions et vos interventions que vous allez poser avec cet enfant, à court, moyen et long terme. Donc, dans ce qu'on vous a présenté comme guide et dans ce qu'on vous a proposé, et on le sent bien, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par ça parce qu'il n'y a pas comme un outil synthétique à la fin du guide qui permette de dire « Ok, si je coche ça, si je coche ça, si je coche ça, ça va me dire c'est quoi le niveau de danger réel de l'enfant et ça va me dire quoi faire. » On ne peut pas vous donner ça. Okay? Et ce n'est pas forcément souhaitable qu'on en vienne là un jour parce que toutes les situations sont extrêmement différentes les unes des autres, peuvent évoluer extrêmement vite aussi et elles sont extrêmement complexes. Ce qui fait que c'est l'interaction de tous les facteurs qui sont inclus dans les éléments qu'on vous a donnés dans le guide, qui peuvent vous soutenir en équipe, ne faites jamais ça seul, mais qui peuvent vous soutenir en équipe pour prendre une décision éclairée sur le type d'action qui doit être fait. Le guide est construit comme ça, et les processus de réflexion que je vais vous présenter là sont construits pour appuyer ce phénomène-là. Quand on a fait la première version, enfin la version du guide que vous avez dans les mains, on pensait que l'aide-mémoire serait suffisamment mâchée finalement en termes de traduction de ces concepts-là en réflexion concrète. Puis il semble qu'on ait manqué une étape, qu'on ne soit pas allé assez loin. Alors je vais vous proposer aujourd'hui une façon d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion de traduction des éléments du guide en éléments beaucoup plus concrets et en une démarche clinique, en un processus clinique que vous pouvez suivre avec vos collègues
avec la famille, avec le jeune, pour améliorer la situation, comprendre ce qui se passe et vous doter des bonnes pistes pour prendre les bonnes décisions, tout en sachant qu'il n'y aura jamais une seule solution qui pourra fitter tout le monde. Si vous vous souvenez ou si vous l'aviez déjà vu, je ne sais plus, dans l'aide-mémoire qu'on vous proposait, il se composait de 2 pages qu'on vous a mis là pour rappel, dans lesquelles finalement on avait identifié 8 grandes sections de 8 grands domaines d'investigation qu'il faut creuser à travers les processus de réflexion que Medjid vous a présenté tantôt. Vous vous rappelez le fameux principe clinique de base, donc la façon d'aborder les choses avec l'enfant, une attitude transversale en 3 points qui nous permet de placer finalement comment ça peut se passer dans un entretien et des étapes un peu naturelles, entre guillemets, d'intervention qui commencent par regarder ce qui se passe, examiner, accueillir, examiner la situation, prendre une décision sur un niveau de danger, mettre en place une intervention, effectuer des suivis. Toutes ces étapes-là permettent de donner un cadre dans lequel on va aller explorer avec l'enfant et sa famille les 8 dimensions qui sont synthétisées finalement dans l'aide-mémoire. Il s'agit de tout ce qui tourne autour du désir de mourir chez cet enfant-là et du sens qui est donné à la mort et au suicide. Puis là, vous voyez qu'on vous avait mis différentes questions que vous devez vous poser. Vous ne pourrez jamais les poser de cette façon-là, ces questions-là à l'enfant, parce que selon son niveau de développement, selon son âge, selon la condition dans laquelle il est, il n'y a pas une seule question qu'on peut écrire et qui va répondre à toutes ces situations-là. Ce sont des questions que vous devez vous poser et donc vous devez aller explorer avec le jeune, avec sa famille, des éléments qui vont vous aider à apporter une réponse à cette question-là. Donc, tout ce qui est en lien avec le désir de mourir, tout ce qui est en lien avec la souffrance actuelle de l'enfant. On est dans une situation de gestion d'un épisode suicidaire, on n'est pas dans une analyse du risque à très long terme, donc on veut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer à ce moment-là dans la vie de l'enfant. Les scénarios et les antécédents d'idéation suicidaire ou de geste suicidaire, est-ce que l'enfant s'est inventé une histoire dans sa tête du geste suicidaire qu'il pourrait poser? Est-ce qu'il a pensé à un moyen? Est-ce qu'il a accès à un moyen, etc. Tous ces éléments-là, comment ça se manifeste? Les capacités de l'entourage à assurer la sécurité et à promouvoir le bien-être de l'enfant. Comme Medjid disait tantôt, dans certaines situations, oui, la famille peut être un soutien. Dans d'autres situations, les comportements et les attitudes de la famille peuvent être un frein à l'amélioration du bien-être de l'enfant. Il faut vraiment être conscient de ces choses-là à ce moment-là. Les autres éléments, c'est les liens de confiance et de collaboration avec les intervenants et l'enfant et l'entourage et la famille. Les conditions et les états de pensée qui peuvent augmenter le risque, les éléments de trauma dans l'histoire de vie de l'enfant et de la famille qui peuvent nourrir aussi ce risque suicidaire dans le temps présent, et évidemment tous les facteurs de protection, les ressources, les forces de l'enfant et de sa famille. Vous voyez que dans chaque case que l'on vous a proposée, il y a, avec les pastilles vertes, des questions que vous devez vous poser, des items, des éléments que vous devez aborder, et avec... Excuse-moi, je voulais juste... rapidement dire ça. Et avec des pastilles, dans les pastilles roses en gras, c'est souvent des pistes d'action que vous pouvez utiliser pour nourrir votre réflexion sur quoi faire. Et vous voyez bien que, encore une fois, il n'y a pas une seule situation où on va pouvoir dire tu poses cette question, tu as cette réponse, tu fais exactement ça. Parce que la vie, elle est plus complexe que ça et les situations que vous allez rencontrer sont plus complexes que ça. Donc, l'aide-mémoire visait à nourrir cet aspect-là de la réflexion. Et visiblement, on a eu de la misère en termes d'application pratique à le mettre en bouche, entre guillemets, ou mettre en cerveau pour en faire quelque chose d'extrêmement concret et actualiser le processus clinique. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble. Et donc, de se dire l'actualisation d'un processus clinique d'une certaine façon. L'objectif, c'est de comprendre comment le comportement suicidaire s'est développé dans la crise actuelle de l'enfant que vit le jeune en ce moment et de prendre les décisions adéquates. Et là, les mots-clés, c'est décisions adéquates pour soutenir l'enfant et son entourage à travers cette crise. L'aide-mémoire comprend les thèmes et les observations, les thèmes d'observation, avec des questions pour vous guider, etc. Et le guide comprend énormément de détails sur quel genre d'éléments aller chercher, comment se poser les questions, comment explorer et quoi faire des réponses. Donc, si on triangule cet objectif de rendre ça concret avec les outils qu'on vous a déjà donnés et l'aide-mémoire qu'on avait déjà produit, on se retrouve à dire, OK, mais mon processus clinique, il doit ressembler à quoi?
c'est quoi les composantes que je dois mettre dedans. Et vous me direz ce que vous en pensez, puis probablement qu'il y en a qui auront des idées différentes, mais depuis plusieurs années, je l'ai réfléchi de cette façon-là et j'ai hâte à votre feedback. Pour moi, un processus clinique, ça se compose de 3 étapes essentielles qui doivent être à tout prix faites dans cet ordre-là. Vous devez d'abord observer ce qui se passe, vous donner le temps de regarder, d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Cette observation doit vous mener à une prise de décision qui doit être basée sur justement le processus d'observation que vous avez mené et complété le mieux possible et qui doivent mener à leur tour à une action parce que ça ne sert à rien d'observer et de prendre une décision sur un niveau de danger ou de risque tel qu'il soit si ce n'est pas pour agir en fonction du niveau de risque qu'on vient d'observer. Observer, décider, agir. Observer, décider, agir. Dans cet ordre-là, systématiquement. Bien souvent, on se rend compte, et c'est un geste naturel qu'on a, quand on est stressé, quand on est en panique, quand on a affaire à quelqu'un, et particulièrement un enfant en grande détresse, on a ce réflexe-là de vouloir entrer immédiatement dans l'action. Je vais faire quelque chose. Et c'est là que souvent, le type d'action qu'on met en place et l'ampleur d'action qu'on met en place ne matchent pas la sévérité de la situation ou la réalité de ce que vit la personne. Ce qui a poussé notre action, ce n'est pas une démarche clinique, un processus clinique d'observation, de prise de décision, d'action, c'est un mouvement de stress. Et un processus clinique doit nous aider à calmer ce stress, asseoir notre position dans quelque chose, dans un processus de réflexion qui peut nous aider à le faire comme il faut et accomplir ces 3 étapes-là et être capable de, à la fin, dire « j'ai fait ça parce que j'ai pris cette décision-là basée sur ce que j'ai vu de ce jeune ». Un processus clinique, c'est aussi quelque chose qu'on est capable de documenter. Et quand on fait un processus clinique, c'est essentiel de documenter ce qu'on fait. Et donc de pouvoir retracer les différentes étapes qu'on aura accomplies de réflexion autour de pourquoi j'ai agi de cette façon-là. Donc c'est important de se doter d'un outil de suivi et de documentation du processus clinique, de pouvoir identifier et utiliser différentes sources d'informations pour nous accompagner au sein de ce processus clinique et de ne jamais oublier qu'un processus clinique peut se faire et se documenter en plusieurs fois, en plusieurs étapes. Tout n'est pas obligé d'être fait en 5 minutes. Vous pouvez faire de l'observation pendant quelques jours, vous pouvez vous concerter à plusieurs pour prendre une décision à court et moyen long terme. Vos plans d'action peuvent s'agir et se déployer sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, quand on va parler d'un outil concret, pour moi, c'est un outil dans lequel on va être capable de documenter notre processus clinique, observer, décider, agir. Et qu'on va être capable de le documenter pour le partager et pour l'appliquer de la bonne façon avec cet enfant-là et sa famille. Aussi, pour soutenir l'enfant et son entourage à travers la gestion et le vécu d'un épisode suicidaire, c'est important de prendre en compte ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire en tant qu'équipe ou en tant que personne qui pratique ce processus clinique-là. Ce qu'on peut faire est mettre en place avant de rencontrer l'enfant et son entourage, ce qu'on va faire pendant, là où les rencontres qu'on a avec l'enfant et son entourage, puis aussi et surtout ne jamais oublier ce qu'on peut faire après. Parce que bien souvent, on se concentre sur « je suis avec l'enfant, je vais essayer de mettre en place quelque chose ». Et après, tout le monde revient au quotidien, tout le monde revient à sa vie normale et on n'a pas forcément mis en place et actualisé les suivis qui auraient dû être faits pour accompagner cet enfant-là au-delà de l'intervention ponctuelle qu'on a peut-être mis en place. Donc, le processus clinique doit se penser en termes de qu'est-ce que je dois mettre en place avant de rencontrer le jeune. Et ça, moi, je mets là-dedans aussi tout ce qui est en lien avec monter les équipes, développer des collaborations intersectorielles, se former adéquatement, se sentir soutenu par des gens autour de soi, par des experts auxquels on peut avoir affaire pour consolider notre sentiment de compétence. Globalement, ce qu'on peut apprendre de cette famille, puis ensuite ce qu'on va faire avec, et ensuite ce qu'on va faire après pour faire un suivi, un accompagnement de la référence, etc. etc. Donc, ce qu'on vous proposait, ce qu'on vous proposait dans les grandes lignes essentiellement, c'est de vous créer des séquences de réflexion autour de comment je vais actualiser finalement ces processus cliniques
toujours dans le but de soutenir la décision et non pas de se donner un truc ou un outil sur lequel on va cocher des cases, parce que vous n'aurez jamais de cases à cocher qui seront suffisamment pertinentes. Donc, comme je vous disais, avant de rencontrer l'enfant, comment est-ce que je peux maîtriser les concepts et les principes généraux du guide? Et là, je vais faire une référence à ce que Medjie ne voulait pas vous dire, mais je suis désolée, je vais le faire quand même. Il y a une communauté de pratique qui a été montée et que Medjie dirige. Anime, on va le dire comme ça, qui rassemble des gens qui veulent apprendre à utiliser et maîtriser ce guide-là. Je vous encourage à vous y joindre. C'est important aussi de bien connaître votre milieu, donc qui sont les ressources, quels sont les obstacles, quels sont les outils que vous avez dans votre milieu pour vous soutenir lors de vos interventions en équipe. Ensuite, avec l'entourage ou avec les personnes qui connaissent l'enfant, c'est important, si c'est possible, de le faire d'avance, d'avoir une idée avant de rencontrer l'enfant des grandes lignes, des besoins et de la situation de cet enfant-là, de façon à ne pas vous sentir pris par surprise quand vous le rencontrez pour la première fois. Plus on se sent préparé, plus on se sent entouré, soutenu par les gens autour de nous pour faire cette intervention-là, plus ça va être facile d'être serein pour appliquer un processus clinique cohérent avec cet enfant-là. Pendant les rencontres avec l'enfant et son entourage, je voulais recoller là encore une fois les choses que vous devez observer, les choses que vous devez décider, les actions que vous allez mettre en place, toujours de garder ce schéma-là en tête. Je ne sais pas s'il faut faire le clown pour que ça colle dans les esprits, je veux vraiment que ça colle dans les esprits. Les éléments à observer, ce sont beaucoup de choses qu'on a mises dans le guide. Les principes cliniques, les dimensions transversales, les étapes évolutives flexibles d'intervention, l'aide-mémoire, l'analyse des facteurs de risque et de protection qui sont décrits dans le guide vont vous soutenir dans cette phase d'observation. La prise de décision, elle doit être basée sur les éléments qui sont observés en termes d'action immédiate pour assurer la sécurité. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire quelque chose pour assurer la sécurité immédiatement de l'enfant? Est-ce que cet enfant est en train de faire des gestes qui sont physiquement dangereux pour lui? Si on n'est pas dans une situation où l'enfant se met physiquement en danger, on a cet espace-là de réflexion et de travail avec l'enfant et la famille qui fait qu'on n'est pas obligé de faire une intervention massive et intrusive comme amener l'enfant aux urgences ou des choses comme ça dans l'immédiat. On a cet espace de réflexion pour justement faire des meilleures observations et prendre des décisions plus éclairées. En termes aussi d'actions à mettre en place pour réduire la détresse, augmenter l'espoir, et en termes d'intervention pour réduire les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection. Je dois décider sur ces axes-là. Et les actions qu'on doit mettre en place, qu'on va mettre en place, doivent refléter la sévérité des comportements suicidaires qu'on a évalués à travers les décisions qu'on a prises. Le plan d'action doit permettre de décrire et implanter des actions, des activités, des interventions différentes, doit aussi établir un calendrier des suivis. On va commencer par faire ça, ensuite on va faire ça, on se reparle dans une semaine, on prend rendez-vous tout de suite, etc., etc. Et identifier et communiquer des indicateurs d'accomplissement des actions et des résultats escomptés. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va décider que l'intervention, on l'a faite de la bonne façon? Est-ce qu'il faut qu'on se soit rencontré 3 fois? Est-ce qu'il faut qu'on se soit parlé de ces choses-là, etc. Si on se dote de ces indicateurs-là, ça nous donne aussi des cibles pour être capable d'intervenir de la bonne façon. Dans l'accueil de l'enfant, vous vous souvenez qu'il y avait tout dans le guide, tous les éléments qui sont intéressants pour vous guider dans cette partie-là d'accueil de l'enfant, en lien avec l'accueil de la façon bienveillante, faire preuve d'ouverture et d'écoute, apaiser la souffrance psychologique, établir des relations empreintes de confiance et adopter des stratégies de communication adaptées à l'enfant et à son entourage. Donc, on revient sur les éléments de base qui sont... On ne peut pas vous dire exactement quoi dire ou quoi faire dans un cas comme ça, parce que tout va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes, de l'interaction que vous avez avec cet enfant-là, avec ses proches et sa famille. Donc, on ne peut pas dire, si tu dis ça, ça va bien aller. Tu observes ces choses-là, et si tu portes attention à la manière dont tu es accueillant, là, oui, ça va bien aller. Et ensuite, vous pouvez vous doter, alors c'est un exemple, mais vous pouvez vous doter de documents, et je sais qu'il y a plusieurs équipes, on en a vu quelques-uns qui l'ont fait, oui. Mais vous pouvez vous doter d'un document écrit qui vous permette de recenser ce processus clinique-là et de le documenter, comme on disait tantôt, pour chacune des grandes
des grands thèmes qu'on avait identifiés dans le guide, dans l'aide-mémoire, pardon. Puis là, un exemple, ce serait donc toujours évidemment nommer, dater, documenter quand est-ce que les choses sont faites, par qui c'est fait, qui sont les intervenants impliqués, qui sont les parents impliqués, quel est le contexte dans lequel on était. Donc, ici encore, les choses à observer. Donc, est-ce qu'il y a des scénarios d'antécédents d'idéation? Donc, comment ça se manifeste, les idéations suicidaires? Est-ce que l'enfant a déjà fait une tentative de penser au suicide dans le passé, etc. Donc, quelle est ma décision quant à la présence et à la nature des idéations et des comportements suicidaires chez cet enfant-là? Donc, documenter le jugement que je pose par rapport à ce que j'ai observé, donc ce que j'observe, ce que je décide, et quelle action va découler de l'observation et de la prise de décision que j'ai prise. Est-ce que j'interviens immédiatement pour assurer la sécurité? Est-ce que j'ai ce temps de réflexion pour pouvoir aller plus loin, creuser la question avec l'enfant et son entourage? Est-ce qu'on est dans une situation où on a du temps pour penser à ces choses-là, puis ça peut s'étaler dans le temps? Donc, pour chacun des domaines de réflexion, ce qu'on vous suggère, c'est de vraiment à chaque fois prendre le temps de réellement documenter ce que je vois, formaliser pourquoi j'ai pris cette décision-là, sur quoi je me suis basée, et surtout formaliser qu'est-ce que ça m'a amené à poser comme geste et comme intervention. Vous pouvez le faire pour chacun des 8 domaines, ou alors vous pouvez le faire de manière globale, avoir l'aide-mémoire devant vous, puis vous vous rappelez toujours de cette notion-là, qu'est-ce que je regarde, pourquoi je m'en sers et qu'est-ce que je fais avec, et le documenter d'une shot à la fin. Il n'y a pas de modèle standard de faire les choses. Tout va encore une fois dépendre du contexte dans lequel vous êtes. C'est jamais le moment, quand on est assis avec un enfant en détresse, de sortir des papiers et de commencer à remplir des documents. C'est le moment de s'asseoir par terre avec lui, de regarder où il en est, de dire « je comprends que ça ne va pas bien, on va s'en occuper ensemble », puis de documenter ce qu'on a fait une fois que c'est fini. Et rien n'empêche de se dire « zut, dans le feu de l'action, j'ai oublié d'explorer cet aspect-là, je peux y revenir ». Okay? Puis on peut de nouveau demander la fois d'après qu'on se voit, ou même revenir. J'ai oublié de parler de ça tantôt quand on s'est parlé. J'ai besoin de cette information supplémentaire. Et de voir si ça va affecter le jugement que vous allez porter sur la réalité de la situation et la complexité de la situation de l'enfant et de sa famille. Donc, on vous l'avait présenté un peu de cette façon-là, avec une page par domaine, mais ça peut être de cette façon-là ou ça peut être vraiment complètement d'une shot, tout ensemble. Tout ça doit nous mener à la construction d'un plan d'action et à la clôture du processus clinique. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit souvent, où on se dit, je vais regarder, je vais utiliser un outil, je vais regarder ce qui se passe, je vais mettre en place un plan d'action, mais on ne prend pas nécessairement le temps de l'expliquer, ce plan d'action-là, de le discuter, de valider qu'il a été bien compris et d'organiser les suivis avec la personne. Ça fait partie de l'intervention que de formaliser le plan d'intervention, le plan d'action, et de s'assurer ensemble qu'on se dote des bons indicateurs pour vérifier qu'on l'a fait ensemble comme il faut et que peut-être qu'il va falloir le réajuster la prochaine fois qu'on se voit ou peut-être qu'on continue comme ça. Mais ça, encore une fois, ça ne peut être basé que sur le fait qu'on a documenté ce qu'on a fait et que on se donne les moyens de faire cet accompagnement-là. Et donc, le plan d'action, il doit être basé sur une compréhension très claire des facteurs de risque et de protection, des besoins et des ressources, et des besoins, des forces et des ressources de l'enfant et de son entourage. Il doit comprendre le plan d'action, des éléments pour assurer la sécurité, apaiser la souffrance, susciter l'espoir et mettre en place des solutions. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours des choses qu'on peut faire en une fois, puis qu'on va faire tout en même temps non plus. Mais c'est important que toutes ces dimensions-là soient abordées d'une manière ou d'une autre, de façon à améliorer les chances que le bien-être de la personne s'améliore et se développe. Il doit aussi identifier, comme on disait tantôt, des indicateurs d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, avec qui, où, etc. Des indicateurs d'effet attendus auprès de l'enfant. On s'attend à ce que si on met ça en place, ça réduise les pleurs, ça réduise les comportements, les comportements verbaux d'idéation suicidaire, etc. Et on se dote aussi d'indicateurs de collaboration. Avec qui on va faire ça?
qui d'autre est impliqué dans le plan d'action et qui d'autre a des actions à mettre en place. C'est important de se donner un calendrier d'intervention et de suivi. Donc, est-ce qu'on se rencontre toutes les semaines, jusqu'à quand, puis on se fait des suivis comment, et que ce plan-là il soit validé avec le jeune, sa famille et son entourage. Après la rencontre avec l'enfant, assurer le suivi avec l'enfant et son entourage, mais aussi, au-delà de l'intervention qu'on vient de faire avec cet enfant-là, avec son équipe, avec les gens avec lesquels on travaille, se doter d'un espace dans lequel on peut faire un exercice de réflexivité, de se dire comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de la bonne façon, c'est où qu'on a brillé et qu'on est super fiers de nous, on peut capitaliser sur ces apprentissages-là ou sur ces bonnes pratiques-là pour continuer à s'améliorer, et c'est où qu'on doit faire des ajustements. On s'est parlé par téléphone, on s'est raté, la prochaine fois, c'est mieux de se parler directement. On a essayé de référer à un centre hospitalier ou un centre de crise, ça s'est moins bien passé, il faut qu'on renforce nos collaborations. Donc, faire une espèce de feedback et d'activité réflexive sur le processus complet de prise en charge de cet épisode suicidaire-là, avec les gens qui étaient impliqués dedans, de façon à ce qu'on apprenne de ça, ce qui s'est passé, et qu'on soit capable d'aller plus loin. Cette étape-là, malheureusement, on l'a fait vraiment pas souvent, et elle est cruciale au développement de processus cliniques clairs, efficaces, de plus en plus performants, de plus en plus adaptés finalement aux situations et aux besoins des personnes et des familles en difficulté. Donc en conclusion, vous voyez que je ne peux pas vous donner, et je suis vraiment désolée, puis avec Medjin, on est désolé, on ne peut pas vous donner un outil standardisé, on ne peut pas vous donner une grille, et c'est pour ça qu'on ne l'appellera pas comme ça. Et c'est pour ça aussi que la grille d'estimation de la dangerosité, elle est mal appelée, parce que ça n'est pas une grille mécanique standardisée, c'est un outil de soutien à la décision clinique aussi. Et donc, celui-ci en est un également. Ce qu'on peut vous donner, c'est de vous rappeler un processus clinique qui ne peut pas être mécanique et qui ne peut pas être ultra simplifié, et qui doit être mené par des gens qui sont soutenus, entourés pour se sentir à l'aise de le faire de la bonne façon. Donc, essentiellement, l'intervention auprès d'enfants à risque suicidaire est un processus complexe qui ne peut pas se limiter à l'utilisation d'outils standardisés d'intervention ou d'évaluation. Le guide qu'on vous a proposé reflète cette complexité-là et vise à vous obliger à avoir finalement une pratique réflexive autour de la prévention du suicide chez les enfants. Il s'intègre aussi dans un continuum de prévention, dans le sens où, comme Medjin vous disait tantôt, il y a tout un tas d'outils de repérage qu'il va falloir mettre en place, puis aussi plus tard, tout un tas d'outils d'accompagnement à très long terme pour éviter les risques de récidive qu'on devra mettre en place aussi. C'est important de se faire confiance et d'utiliser les ressources cliniques qui sont à notre disposition de façon à soutenir le jugement clinique. En tant qu'intervenant, on doit poser des jugements cliniques. Et la prévention du suicide, c'est quelque chose qui se fait forcément en équipe. Travailler seul là-dessus, jamais une bonne idée. Ça fait le tour, je pense, de ce qu'on voulait vous dire. Je vais me pousser un peu que Medjin puisse revenir à côté de moi et je vais arrêter le partage. Merci beaucoup à vous deux. C'était très enrichissant au niveau des connaissances et tout ça. Vous faites vraiment un gros travail de fond. Merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite avec les questions. C'est ça. Je vais commencer tout de suite avec les questions. Ce ne sera pas long. Vous voulez y aller? Allez-y. Oui, je vais y aller. Merci pour la présentation. C'était très intéressant, très clair aussi. J'ai des questions par rapport à la population qu'on cible et les personnes qui vont mettre en pratique le processus. La première, c'est l'étendue de l'âge. On a dit 5-13 ans, c'est ça? Oui. Première question, pourquoi cette étendue d'âge-là? Okay. En fait, 5-13 ans parce que les outils pour les adultes et les jeunes, généralement, avaient été validés ou développés pour les ados et les jeunes de 14 ans et plus. Donc, il y avait vraiment un trou immense dans les outils pour les enfants. Puis, on a limité 5 ans parce qu'il y a aussi tout un enjeu avec le langage, etc. Donc, pour les enfants beaucoup plus jeunes, d'abord, les comportements suicidaires sont probablement encore plus rares, plus difficiles à observer et ça se peut que ça soit encore différent. En ciblant 5 ans à 13 ans, c'était vraiment la tranche d'âge qui manquait aux outils.
pour répondre à l'autre partie de ta question, tout ce qui est qui est ciblé, en fait, tous les milieux qui travaillent avec les jeunes et les enfants, les intervenants scolaires, psychoéducateurs, éducateurs, psychologues qui sont dans les écoles, les gens qui travaillent dans les centres de crise, on parlait avec les gens de Tel Jeune tantôt, ça, ce sont des gens qui peuvent utiliser aussi des processus cliniques comme ça. D'ailleurs, ils ont contribué grandement à son développement. Les gens en pédopsychiatrie, services en santé mentale aux enfants, c'est vraiment un processus qui est relativement universel parce que observer, décider, agir, c'est universel. Et les facteurs de risque, facteurs de protection, déclencheurs, c'est toutes des choses que, où qu'on soit finalement dans le continuum de services de santé, c'est des choses qu'on peut être amené à observer et à voir dans la vie des enfants. Je vais juste rajouter un élément de réponse. Pourquoi on a ciblé, les guides cibles, ces différents intervenants? C'est parce que si on considère un enfant, tu sais, un enfant, il est soit dans sa famille, il peut être à l'école, c'est son deuxième milieu de vie, mais aussi il a des rencontres avec des professionnels de la santé. Il peut aussi avoir des rencontres au niveau du milieu communautaire. Donc, tenant compte du fait de tous ces intervenants-là, professionnels qui gravitent autour de l'enfant, donc on a fait un outil assez général, qui propose un processus clinique assez général, mais ce processus-là devrait comme s'adapter, admettons que si on est dans un milieu scolaire, à la réalité du milieu qu'il utilise. Tout à fait. J'en ai une question pour vous. Je pense qu'il n'avait pas fini. Il n'avait pas fini? Excuse. L'autre, ça semble être un outil qui pourrait bénéficier à beaucoup plus d'enfants que seulement les enfants qui expriment ou dont on suspecte un risque suicidaire. Il me semble que c'est un soutien qui pourrait être vraiment pertinent pour plusieurs formes de détresse. Dans notre contexte. Ouais. En fait, disons que c'est un processus clinique qu'on souhaite qu'il soit déjà en place dans beaucoup de situations, pour beaucoup de problématiques. Puis peut-être que nos participants qui travaillent dans le réseau pourront nous le dire. Mais oui, en effet. Oui, complètement. Moi, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous diriez à une équipe de soins ou une équipe en réadaptation qui déciderait de faire une grille avec votre guide? Je peux répondre? Vas-y, je te laisse aller, puis je pourrais toujours compléter, mais je ne serais pas trop à l'aise avec l'idée. Moi, je ne suis pas du tout pour. Oui. Parce que, comme on l'a expliqué, on pourrait passer la journée là-dessus puis faire un cours de 45 heures sur l'utilisation des outils. Peu importe l'objet que vous allez fabriquer, l'important, c'est comment vous vous en servez. Et le problème qu'on a observé et qu'on observe de beaucoup, c'est que quand on a affaire à des phénomènes relativement rares, mais traumatisants ou choquants, comme des idéations suicidaires chez un enfant, l'insécurité qui monte et qui vient avec ce genre de réalisation-là et d'intervention à faire fait que bien souvent, les gens vont mal utiliser les outils et ils vont essayer d'obtenir une réponse toute faite à travers l'outil qu'ils ont, qui va les rassurer parce qu'ils ont peur de prendre une mauvaise décision. Mais la première mauvaise décision qu'ils prennent, désolée, je ne veux pas être méchante quand je le dis, là, je comprends que c'est difficile et tout ça, là. Mais la première mauvaise décision qu'on prend, c'est de mal utiliser l'outil. Et les grilles, et le mot grille en soi, moi, je veux de moins en moins qu'on l'utilise parce que c'est un terme qui est trompeur. Parce qu'on a en tête les grilles où on coche, on compte des points et ça nous dit qu'est-ce qui va se passer, que ce soit sous forme de pointage, de couleur ou whatever. Un outil de décision, de prise ou une grille de soutien à la décision clinique ou un outil de soutien à la décision clinique ne peut pas être standardisé de cette façon-là. C'est pour ça que tantôt, ce que je vous proposais, c'est un outil de documentation du processus clinique. C'est-à-dire que ça peut être un quadrillage, peu importe la forme que ça prend. Et souvent, la forme va dicter la fonction, malheureusement. Mais si vous vous dotez d'un outil qui semble mécanique, parce qu'il y a des cases précises, des étapes précises, avec des choses à écrire précis, vous risquez de dériver vers une utilisation mécanique de l'outil qui fait qu'au lieu de faire un processus clinique soutenu, vous allez
mécaniser d'une certaine façon une liste de questions et où finalement, ça devient plus important de poser cette question-là et de remplir la case que de réellement comprendre ce qui est en train de se passer chez cet enfant-là et de l'observer pour vrai dans son contexte à lui. Et la grille risque de devenir plus importante finalement et une fin en soi, beaucoup plus qu'un soutien à une décision, alors que ça devrait être ça le cœur. Et que c'est ça qui est plus complexe et difficile à faire. Et c'est ça qui réclame d'être soutenu, d'être accompagné, de ne pas faire ça seul, etc. Donc, plus que de fabriquer des grilles, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de vous doter d'un processus clinique que vous êtes capable de documenter et que vous vous dotiez des partenariats dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise dans l'application de ces processus cliniques-là. Donc, je suis désolée d'être frustrante dans ma réponse, mais voilà, c'est ça. Je vous remercie. Je voulais juste rajouter aussi le fait d'utiliser une grille d'évaluation genre déjà bien standardisée. Moi, ce que je crains, c'est que faut considérer l'enfant, comme on avait dit tantôt, le guide s'intègre dans un continuum de prévention. Donc, le risque, c'est d'aller, genre, j'évalue le risque, je fais mon plan d'action, mais comme on en parlait tantôt, les premières étapes, genre, apaiser la souffrance de l'enfant, considérer, donner un temps d'écoute, tu sais, permettre à l'enfant de verbaliser sa peine, sa tristesse. Je crains qu'en utilisant les grilles d'évaluation, là, que ces étapes-là ne soient pas comme respectées. Et pour moi, c'est d'une importance capitale. Donc, si je vous comprends bien, en même temps qu'on évalue, on intervient sur la détresse du jeune, de la façon qu'on va interagir avec lui, calmer sa souffrance et tout ça, en l'écoutant, en étant empathique. Voilà, oui, exactement. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Oui. Parce que le fait de poser la question en soi est une intervention. Le fait de vous demander à un jeune, ça ne va pas en ce moment, hein, c'est dur pour toi, puis tu as pensé à suicider. En soi, c'est déjà une reconnaissance de cette souffrance-là, et cette reconnaissance-là, elle fait partie de l'intervention. Voilà. Donc, les deux sont indissociables complètement. Merci beaucoup. Je vais lire des questions qui ont été soumises. J'aimerais savoir, selon votre expertise dans un contexte d'intervention de crise, est-ce que vous considérez qu'une intervention téléphonique ou une intervention face à face est plus ou moins efficace pour dresser un portrait de la situation en vue de mettre en place une offre de service adéquate à la situation? Il semble que certains CIS se positionnent en indiquant que dès qu'un enfant est potentiellement suicidaire, une équipe d'intervenants devrait immédiatement être déployée sur le terrain en présentiel. Qu'en pensez-vous en lien avec les trajectoires à mettre en place? Puis est-ce vraiment une bonne idée d'établir des protocoles uniques dans ce genre de contexte? OK, je vais exploser. Désolée, mais je vais exploser pareil. Cette suggestion-là, elle va pas mal à l'encontre de ce qu'on a dit. Je ne dis pas qu'on a la science infuse, là, mais de ce que tous les guides de bonne pratique actuels proposent. L'objectif est toujours de faire en sorte que l'intervention qu'on va mettre en place est adaptée aux besoins de l'enfant. Un enfant qui exprime des idéations suicidaires, ce n'est pas forcément un enfant qui est à risque de faire un passage à l'acte dans un délai très rapproché, qui fait qu'il y a une nécessité d'un transport, par exemple, aux urgences ou d'un déplacement d'un intervenant. Un jeune peut je ne vais pas dire juste, mais un jeune peut se sentir en détresse, exprimer des idéations, avoir besoin de ventiler, avoir besoin d'être entendu, et que ça permette de calmer sa détresse suffisamment pour qu'on puisse ensemble mettre en place quelque chose à plus long terme. Encore une fois, l'intervention de crise, c'est super génial, tant que ça s'inscrit dans un continuum d'intervention. Envoyer un intervenant sur place dès qu'un jeune prononce le mot suicide, c'est comme frapper une punaise avec un marteau-piqueur. Et il faut se mettre dans la tête d'un jeune qui appelle dans un centre de crise ou appelle au CPS ou ailleurs pour dire « aujourd'hui, ça ne va vraiment pas, je pense à me suicider » et qui voit débarquer un quart d'heure après une équipe d'intervenants. Chez ses parents, à l'école, il risque de souffrir encore plus d'une stigmatisation, d'un dévoilement involontaire de sa situation dans un contexte où il n'avait pas forcément besoin d'en parler et où pas forcément le fait d'en parler n'était pas nécessairement requis par la sévérité de la situation dans laquelle il était. Le lien de confiance risque d'être brisé avec les services d'aide et la prochaine fois qu'il a des idéations suicidaires, ça se peut bien qu'il ne reprenne pas le risque de téléphoner parce qu'il n'a pas envie de voir débarquer la cavalerie.
Donc, il faut vraiment faire attention à l'impact de ce qu'on fait. Si on veut faire un programme comme ça d'intervention systématiquement la même et de grande ampleur, moi, je me pose la question, c'est pour qui qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça pour les enfants en détresse ou est-ce qu'on fait ça pour se rassurer? On a toujours peur d'en échapper un. Et c'est normal qu'on ait cette peur-là. Et c'est normal, c'est un comportement, un être humain, c'est profondément imprévisible quelque part. Il y a toujours un niveau d'incertitude qui va être présent. Mais mettre en place des interventions aussi massives que ça risque d'avoir des effets contre-productifs beaucoup plus importants que d'apprendre à s'ajuster à l'intensité du besoin. Une intervention téléphonique est probablement extrêmement appropriée avec des préados et des ados dans une grande proportion de cas. Et c'est lors de cette intervention téléphonique initiale qu'on peut être amené à prendre la décision de dire « Tu sais quoi, ça serait mieux qu'on vienne te chercher ou qu'on vienne te voir. » Et là, on y va. Mais encore une fois, on a observé, on a pris une décision, on a agi. Et pas à l'inverse. J'agis pour pouvoir aller observer et peut-être justifier ma décision. Donc, c'est vraiment toujours l'idée de garder les choses dans le bon ordre de réflexion. Excusez-moi, ça y est, j'explose. Merci. J'ai aussi une dernière question pour moi, personnelle, par rapport au protocole. Souvent, on a des protocoles d'intervention comme celui du ministère qui s'appelle Protocole d'intervention en santé mentale et en situation de risque ou en situation de risque suicidaire pour les jeunes en difficulté revenant des services en protection et en réadaptation, ainsi que pour leur famille. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez peut-être pris connaissance, ça fait quand même longtemps, là, fait que je peux comprendre que vous en souviendrez pas, mais j'aimerais ça savoir si vous allez pouvoir peut-être vous pencher sur comment arrimer le guide avec ces protocoles. Parce que j'ai l'impression que ces protocoles rentrent dans l'optique que vous avez parlé tantôt, Mme Bardon, dans le sens qu'on essaie de standardiser des chemins pour tous les enfants, puis avoir comme une recette pour 10 recettes, là, puis on va faire toujours les mêmes 10 recettes. Donc, j'ai l'impression que ça s'inscrit là-dedans. Fait que j'aimerais ça savoir si vous avez pensé à vous pencher là-dessus pour aider les intervenants, parce que moi, je pense que les intervenants sont aussi peut-être face à leur propre détresse quand ils ont à intervenir avec les enfants. Complètement. Oui. Ben, un élément de réponse par rapport à cela, c'est après la sortie du guide, on a compris qu'il y avait pourrait surgir pas mal d'enjeux, genre celui que vous nommez là, les protocoles très standardisés, tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on a aussi monté la communauté de pratique de prévention du suicide chez les enfants. Et l'objectif de cette communauté-là, au-delà de faciliter l'appropriation du guide, mais c'est aussi un lieu, un espace où, par exemple, si quelqu'un vient avec ce protocole-là, on peut, co-construire, ou réagir par rapport à ce protocole-là, c'est ça. Donc, c'est un espace de réflexion où on peut créer d'autres outils qui peuvent découler du guide ou comme un jumelage entre le protocole et le guide, pouvant vraiment faciliter l'intervention. Assurer une cohérence. Assurer une cohérence. Assurer une cohérence entre tous ces outils. Il faut faire du pouce sur ce que tu dis. Le guide, c'est un guide ministériel, les protocoles aussi. Donc, à un moment donné, c'est clair qu'au niveau du ministère, il va y avoir des décisions qui vont être prises d'arrimage entre les deux. Et on fait du lobbying vraiment intense au niveau des gens au ministère pour qu'ils financent la validation scientifique de ces outils-là, de façon à renforcer encore une fois le poids de ces protocoles et de ces processus et de la traduction de ces processus cliniques-là en choses qui peuvent être recommandées, appuyées, descendues dans les milieux. Ça va prendre plusieurs années, j'imagine, avant que ça se fasse, mais c'est en pipeline. J'ai encore des questions qui ont été posées en ligne. Comment explorer la compréhension de la mort chez un enfant de moins de 7 ans où l'on soupçonne que la pensée abstraite n'est pas encore bien formée? Bien, je vais commencer, puis Cécile pourra effectivement, si vous vous rappelez, dans l'aide-mémoire, il y a un élément de l'aide-mémoire, c'est d'explorer le désir de mourir de l'enfant et la compréhension de la mort, parce que c'est important, capital dans l'intervention. Puis,
on est tellement consciente de cela. Donc, pour la première activité de la communauté de pratique, comme je vous ai dit tantôt, la communauté, c'est ça l'objectif, un lieu de croissance par rapport à tout ce qui devrait se faire pour les enfants à risque suicidaire. Donc, on a eu un webinaire sur comment évaluer la compréhension de la mort de l'enfant et aussi faire le lien avec le risque du suicide. Donc, c'est ça. Donc, je pourrais dire qu'effectivement, c'est important, mais ça dépend. Mais la conclusion qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que au-delà, l'enfant peut ne pas avoir une compréhension complète de la mort, mais ça ne protège pas l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut ne pas avoir une compréhension complète et quand même passer à l'acte ou commettre un suicide. Donc, c'est ça. Alors, la compréhension n'est pas comme, comment dirais-je, un élément, un indicateur vraiment du risque. Il faut l'évaluer, mais toutefois, il faut toujours garder à l'esprit que bien que l'enfant puisse ne pas comprendre toutes les phases de la mort, mais il peut commettre un geste suicidaire. Et le webinaire dont Medjin parle est disponible dans la communauté de pratique. Donc, c'est tout du matériel pédagogique, entre guillemets, qui se produit et qu'on continue à produire à travers les activités et qui est à la disposition de tous ceux qui veulent s'en servir. Oui. Justement, si quelqu'un qui voudrait se joindre à la communauté de pratique, il fait comment? Vous n'avez qu'à m'écrire, puis on remplit un formulaire. D'abord, je dois vous dire que la communauté de pratique s'adresse aux personnes qui accompagnent les intervenants, c'est-à-dire genre les SAC, superviseurs cliniques, tout ça. Donc, ce n'est pas comme ouvert à l'ensemble de la population. Donc, on a des critères d'admissibilité. Toutefois, pour pouvoir y adhérer, vous n'avez qu'à m'écrire. Je ne sais pas, je pourrais toujours envoyer mon adresse du CIUS. Puis moi, je vous fais parvenir le formulaire. Donc, voilà, c'est tout simplement remplir le formulaire d'adhésion. J'ai juste un dernier commentaire. Je passe à vous. Ça sera pas long. Malheureusement, c'est ainsi, on parlait des protocoles, puis c'est parce que c'est une remarque de quelqu'un dans un CIS. Je trouvais ça intéressant de vous le dire parce que malheureusement, c'est ainsi que les CIS interviennent pour être certains de ne rien échapper avec les protocoles structurés, je dirais des protocoles administratifs, surtout depuis la forte médiation de tragédies dans les dernières années. Donc, à cause de la peur qu'il arrive un accident, puis de toute façon, il y a la pratique organisationnelle responsable, je ne me souviens plus trop, c'est un port, il faut respecter ça dans les CIS ou les CIUS. Puis à cause de ça, bien souvent, les protocoles administratifs vont à l'encontre du protocole et le guide que vous avez proposé aujourd'hui. Ce serait juste intéressant peut-être de regarder ça dans votre communauté de pratique. Mais oui. Puis, la parole puis ce qui est intéressant, c'est que dans notre communauté de pratique, j'allais juste ajouter, dans notre communauté de pratique, on a un comité d'orientation. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le comité d'orientation, il y a Cécile, il y a les chercheurs, il y a des représentants de la communauté, mais aussi un représentant du ministère. Donc, c'est ça, donc des affaires qui se passent dans la communauté remontent. Donc, on pourra éventuellement faire un suivi vraiment très sérieux par rapport. Cette espèce de tension entre besoins administratifs de se protéger, besoin clinique de comprendre et d'accompagner, elle sera constamment présente, je pense. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu comme un mouvement balancier qui s'en va vers plus de rigidité administrative, visant peut-être un peu illusoirement, peut-être, je ne sais pas, à améliorer les processus cliniques, mais en les sclérosant finalement dans quelque chose de rigide, bien difficile à manœuvrer pour les praticiens. Alors que ce qu'on souhaiterait voir, c'est plus d'accompagnement, plus de réflexivité, plus de soutien aux intervenants pour qu'ils aient la flexibilité d'agir de la bonne façon et qu'on leur fasse confiance d'agir de la bonne façon. Mais pour ça, il faut qu'ils se sentent formés. Donc, il y a comme un cercle vicieux qui s'est mis en place un peu et dont j'aimerais qu'on sorte. On nous demande les critères pour faire partie d'une communauté. C'est comme, dans le formulaire, là, mais le critère principal, c'est quand il faut être superviseur, être comme quelqu'un qui accompagne une équipe d'intervenants
qui interviennent auprès des enfants à risque suicidaire, donc les spécialistes en activité clinique, les superviseurs. Gênez-vous pas, je vais vous faire parvenir, écrivez-moi, je vous fais parvenir le lien et vous allez pouvoir voir les critères. Mais ce qu'on vise vraiment, ce sont les personnes qui accompagnent les équipes cliniques, les intervenants. La raison pour laquelle on a décidé ça, c'est parce que toujours dans cette perspective-là, de faire en sorte que la prévention du suicide, c'est une responsabilité d'équipe et non pas d'individu. Si on commence la diffusion et la formation chez des intervenants qui sont intéressés à la base, ils vont individuellement s'approprier les choses. Puis quelque part, la responsabilité, elle va tomber sur eux tout seuls parce que c'est la personne qui est formée. Donc, s'il y en a, non, c'est elle qu'il faut aller voir. Et donc, du coup, on maintient cette espèce d'hyper-individualisation de la compétence, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on veut que ce soit une compétence d'équipe. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de top-down dans la transmission de ces compétences. J'aimerais aussi ajouter, pas obligatoirement des spécialistes d'activité clinique, ça peut être un APPR aussi. Donc, toutes les personnes vraiment qui encadrent d'une façon ou d'une autre des intervenants et qui peuvent avoir une influence sur la manière dont une équipe peut développer des pratiques et dont une équipe peut appliquer des choses et non pas juste un individu de temps en temps qui devient responsable de quelque chose qui ne devrait pas être sa charge tout seul. Voilà, j'ai même des formateurs dans les centres de prévention de crise. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment ce profil-là. Donc, les gens qui sont responsables du transfert de connaissances, d'accompagnement. Donc, c'est tout ce profil-là que recherche la communauté. Quelqu'un qui a demandé si ça va être disponible en anglais éventuellement. Le guide, oui, on a une version anglaise. Le guide est déjà traduit en anglais, mais par contre, à cause des règlements ministériels, c'est la version française, on a les beaux dessins, illustrations, mais la version anglaise, c'est le même contenu, mais on n'a pas l'illustration. Non, ils n'ont pas, non, on ne peut pas. Mais c'est nul. Je m'excuse. Je suis désolée. Je vous remercie beaucoup. Puis, moi, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot pour conclure. Je te laisse la parole. Pardon? Oui, mais après. OK, je remercie de m'avoir accepté pour présenter le guide. Je remercie Cécile de nous avoir accompagnés tout le long, était là à toutes les étapes du début jusqu'à la fin. Il y a d'autres chercheurs aussi, Miguel, Monsieur Miguel Teredas, il y a Madame, comment elle s'appelle? Marjorie Montreuil. Je dois parler aussi de ma collègue Jeanne Bassinet, qui a travaillé très fort, et aussi Daniel Pincenot. Donc, je veux juste les nommer parce que c'est toute une équipe, comme pour la prévention du suicide. Donc, j'ai été vraiment contente d'être ici et de présenter avec Cécile aujourd'hui et de faire vraiment avancer la cause. Puis, j'invite déjà ceux et celles qui veulent participer à la communauté à m'écrire. Je serai vraiment contente de les recevoir. Okay. Merci beaucoup, Medjin.